Il y a plusieurs de mes collègues du Parlement européen. J'ai plaisir à vous les présenter, puisque d'habitude, comme vous savez que nous sommes critiques, et même très critiques à l'égard de l'Europe, ça nous vaut d'être repeint instantanément en nationalistes, qui ne nous intéressons à rien ni à personne. Donc il y a ici, alors je ne sais pas si tout le monde est là, parce que les gens naviguent entre le Parlement et cet endroit. En tout cas, il y a Gabi Zimmer de Die Linke en Allemagne, présidente du groupe La Gauche Unie au Parlement européen. Marina Albiol de Izquierda Plural Espagne. Lève la main parce que sinon, levanta la mano porque. Fabio De Masi, comme son nom ne l'indique pas, de Die Linke, Allemagne. Après, je la vois pas, il y a Marisa Matias du Bloco de Izquierda de Portugal, qui va arriver. Tu es où? Là. Viens, viens, viens. Tu peux pas? Tu dois repartir, c'est ça? Ben viens, attends, monte là, il y a un escalier là. Attendez, il faut vraiment que vous la voyiez parce qu'elle a fait 10% l'élection présidentielle au Portugal, alors ça porte bonheur. Va. Estefania Torres Martinez, est-ce qu'elle est là? Non, eh ben c'est comme si elle y était. Où ai-je mis mes papiers? Là-bas. Ces parlementaires européens me permettent d'entrer dans le sujet que je voudrais traiter ce soir devant vous, pour l'essentiel. C'est celui du vote qui a eu lieu aujourd'hui. Le vote sur le traité de libre-échange avec le Canada, que l'on appelle le CETA, C-E-T-A. Beaucoup parmi vous savent déjà de quoi il est question, mais d'autres non. Et pourtant, il est très important que tous nous comprenions ce qui est en train de se passer, de manière à avoir une attitude posée et réfléchie pour la suite de ce que nous aurons à faire. Car, je le rappellerai plusieurs fois, il s'agit de gouverner ce grand pays. Nous ne sommes pas juste en train de préparer un congrès d'un parti ou de régler je ne sais quel accord entre groupuscules. Il s'agit de gouverner un grand pays dans un moment de crise et dans un moment où il est confronté à des défis. Ben, tant mieux, les défis, ça peut vous abattre, ou au contraire, comme le disait le philosophe, de tous ceux dont on ne meurt pas, on ressort plus fort. Dans le prochain mandat présidentiel, il va y avoir plusieurs grandes questions de traités internationaux qui vont être sur la table. Et ces traités internationaux sont de nature à changer le cours de l'histoire de la civilisation humaine. La civilisation humaine est parvenue à une étape, comme il y en a eu d'autres dans son histoire, mais celle-ci a des caractéristiques particulières, une étape de mondialisation. Il y en a eu d'autres dans le passé, l'Empire romain était une mondialisation, l'esclavage a été une forme de mondialisation capitaliste, une forme de mondialisation que l'on pourrait plus facilement nommer globalisation, d'abord globalisée par la finance, qui tient la totalité de la population du globe dans les mailles des filets, des banques, des cartes bleues, des paiements, des dollars, et à un moment où cette humanité est passée de 2 milliards d'êtres humains dans les années 50 à 7 milliards, et nous serons bientôt 10 milliards, c'est-à-dire à un moment où, mécaniquement, du fait même de notre seul nombre, nous exerçons sur la nature une prédation d'une violence sans précédent, et au point que nous modifions les conditions de la nature elle-même. C'est ainsi que les scientifiques ont été conduits à désigner au mois de décembre dernier, d'une manière officielle, cette période particulière sous le nom d'Anthropocène, la période où l'être humain modifie la nature plus qu'aucune autre force. Nous, les êtres humains, petites créatures chétives, singes nus, enfin pas en ce moment, nous colportons plus de gravats, plus de sable que toutes les forces de la nature réunies, fleuves, vents, eau, que sais-je encore. Et c'est ce moment de l'histoire de la civilisation humaine auquel nous sommes confrontés. De quel côté va-t-on aller? Pour l'instant, on va du côté de la catastrophe, c'est-à-dire que le changement climatique est commencé. L'accord de Paris, dont vous avez entendu parler, a évidemment l'intérêt numéro un, c'est qu'il existe, mais il a l'inconvénient numéro un, c'est que ce qu'il contient ne permet pas d'enrayer le changement climatique.
Dès lors, nous le savons, dans le texte, on a signé pour une augmentation de 2 degrés maximum. À 2 degrés d'augmentation de la température du globe, déjà, c'est pas fameux le résultat. C'est tellement pas fameux que certains pays ont dit « Ah non, non, pas 2 degrés, parce que nous, on ne veut pas signer ça. Nous, à partir de 1,5 degré, c'est fini, la flotte nous recouvre. » Donc on a rajouté 1,5. On va faire 2, mais on espère faire 1,5. Malheureusement, quand on compile les engagements pris par tous les pays, on s'aperçoit que c'est 3 degrés. 3 degrés, le changement climatique aura lieu. D'ailleurs, il est commencé. D'ailleurs, le changement climatique provoque déjà, lui tout seul, des migrations massives sur la surface de la Terre. Sur les 40 millions de gens qui se baladent, si j'ose dire, il y en a plus de 20 millions qui sont des fuyards, des exilés du changement climatique déjà aujourd'hui. Cette proportion va augmenter. Donc tout ce que nous décidons, et surtout quand on est un grand pays, riche, éduqué, avec des moyens, doit être examiné à l'aune de notre responsabilité d'être humain vis-à-vis de tous les autres. Quand on ne peut pas faire autrement, on peut admettre que les gens se disent « Bah écoutez, nous d'abord, on s'occupe de survivre », mais ce n'est pas notre cas. Nous, si nous avons des conditions de survie, c'est pour des raisons sociales que vous connaissez, qui est que notre pays est fabuleusement riche, mais que la richesse y est partagée d'une manière fabuleusement inégale. Pour autant, nous sommes capables de prendre des décisions qui changent notre manière de produire, d'échanger. Nous sommes capables, parce que nous avons les gens pour le faire, qui savent tout faire dans ce pays, compte tenu de leur niveau d'éducation. Nous avons les machines, nous avons l'aptitude, la patience, le temps, l'argent, nous avons tout. Donc nous, les Français, nous devons avoir une attitude plus responsable, à proportion de notre puissance et de notre richesse. Ce qui vaut pour nous, vaut pour tous les engagements que nous prenons. Quand nous prenons un engagement, quand bien même nous serait-il très favorable, nous devons nous demander s'il est globalement favorable pour l'humanité tout entière. Quand arrive un accord de libre-échange, comme le CETA, eh bien la première des choses qu'on fait, on regarde s'il est profitable du point de vue de l'intérêt général humain. Mais avant d'entrer dans cet aspect particulier, je veux venir sur un point de philosophie politique que nous devons mettre en partage. On vous dira sans cesse que le libre-échange est une méthode merveilleuse pour développer le commerce. Et après, on vous met dans le, vous savez, comme les perles qu'on enfile, hein, développer le commerce et donc l'argent et les emplois, la proximité, la flexibilité, la compétitivité. Hop, le joli collier. Mais tout ça repose sur une théorie qui date du XVIIIe siècle. L'idée était que ça valait la peine d'échanger parce qu'on avait plus de marchandises à disposition et que cet échange se basait sur un avantage comparatif. Certains savaient faire certaines choses, étaient capables de les produire, peut-être du fait du climat, et pas les autres. Et donc, on échangeait ce qu'on savait faire. Ça marche quand il y a un avantage comparatif. Mais quand il n'y en a pas, quel est l'intérêt d'un déménagement pareil du monde? Pourquoi tout trimballer d'un bout à l'autre de la planète si on est capable de le faire soi-même? Surtout que maintenant, on sait que ce déménagement n'est pas inoffensif. Fabriquer à un endroit et le transporter à un autre, ça a un coût pour tout le monde, qui n'est compté nulle part, et en tout cas pas dans le prix de la marchandise. Quand vous mettez une marchandise dans un bateau, le prix du bateau est extrêmement bas. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est de plus en plus bas, parce que comme il y avait beaucoup de choses à transporter, beaucoup de bateaux ont été créés, et maintenant il y en a trop. Donc les prix du transport sont bas. Et il se figure que comme c'est bas, c'est gratuit. Non. Ça favorise le fait qu'on produit ailleurs dans des conditions sociales désastreuses et dans des conditions environnementales terrifiantes. C'est-à-dire que le capitalisme est capable d'externaliser tous ses coûts. Il produit à un endroit, il ne s'occupe ni de la santé, ni du sort des gens, ni des dégâts qu'il provoque dans la nature. Et on vous ramène tout ça ici, et se maudissez-vous, et on vous dit c'est moins cher. Donc c'est formidable. Comme c'est moins cher, il n'y a pas besoin de vous payer davantage, comme ça tombe bien. Moins cher, c'est toujours du sang et des larmes quelque part. Moins cher, c'est toujours de la destruction quelque part. L'incitation à consommer sans fin dans un monde qui a une fin est une incitation absurde, folle, dangereuse, criminelle. Et par conséquent, tous ceux qui vous disent que grâce à leurs accords de libre-échange, ils vont stimuler la production, premièrement, vous mentent, deuxièmement, vous escroquent. Ils vous mentent parce que ce n'est pas vrai. Ne s'échangeront que les marchandises qui parviendront à s'imposer en écrasant celles qui se produisent localement. Si bien que cet échange va produire avant toute chose encore d'autres échanges, c'est-à-dire encore du déménagement, encore des gaz à effet de serre, encore du pillage, toujours plus. Et ici, là-bas, encore plus d'industries qui disparaîtront, de travaux qui disparaîtront, de choses évidentes
qui disparaîtront, contre toute raison. Dans le cas du CETA, ils ont eux-mêmes chiffré que ce nouvel épisode de déménagement va augmenter, dans des conditions qui ne sont pas négligeables, les gaz à effet de serre qui seront émis pour organiser ce transport. Mais il y a une conséquence aussi indirecte. À partir du moment où vous autorisez qu'arrivent en Europe les produits qui viennent de la source la plus polluante, la plus sale, qui est les gaz des sables qu'on prend, le pétrole qu'on prend dans les sables bitumineux. Une horreur. On casse tout pour les prendre, on pollue 15 fois plus que pour n'importe quelle autre source d'énergie fossile, et on continue à faire croire à tout le monde que l'énergie fossile, c'est la suite de l'humanité, que c'est normal, que c'est comme ça qu'il faut avancer. Alors qu'à l'inverse, nous pensons, et c'est, je pense, un des points dans le passé où je m'étonnais toujours que tout le monde fasse oui, oui quand je le disais. Il faut sortir des énergies carbonées. Si nous sortons la totalité de ce qui se trouve sous le sol en énergie carbonée, ou les autres gaz, comme le gaz méthane, pour essayer d'en tirer parti pour nos productions, eh bien nous rendrons tout simplement la planète invivable. Nous serons tous détruits. Par conséquent, vous voyez bien que c'est une orientation qui ne nous mène nulle part. Et ça, c'est dans le CETA.